La parole est à Jean-Frédéric Poisson pour le groupe UMP. Merci Madame la Présidente, Madame le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues. Lorsque le Parlement a adopté la loi de 2005, à l'unanimité, il l'a certainement fait en imaginant davantage que ce serait un point d'arrivée plutôt qu'un point de départ, ou quelque chose qui nous amènerait vers une étape supplémentaire. Même si je n'étais pas sur ces bancs pour la voter, j'ai compris cette intention, je l'ai partagée, tout en étant par ailleurs convaincu que les trous dans la toile, sans manquer de respect à notre collègue Leonetti, qui subsistait sur la nutrition et l'hydratation, poseraient de toute façon et de manière récurrente un certain nombre de problèmes auxquels sont confrontées aujourd'hui les équipes soignantes et les familles. Il reste que, ça a été dit par les orateurs précédents, il y a dans la société où nous sommes une angoisse injuste à l'égard de la mort. Pas injuste parce qu'elle serait inégalement partagée, malheureusement chaque mort est singulière, et la difficulté que nous avons de nous projeter dans la nôtre propre renforce ou nourrit cette angoisse. Mais par ailleurs, lorsque les institutions en général, la santé publique, et ça n'est la faute de personne, se montrent peu capables d'y répondre et de rassurer une population entière sur les conditions dans lesquelles chacun d'entre nous pourrait être amené à passer de vie à trépas, eh bien, cette angoisse est nourrie. Alors il y a les directives anticipées. Je fais partie de ceux qui sont très dubitatifs sur cette pratique. Et pour tout vous dire, sur l'invitation d'un de mes amis, j'ai commencé l'exercice, il y a quelques jours, d'écrire pour moi-même les directives anticipées. C'est impossible. Et à part d'être capable d'écrire que si on avait le cerveau embouilli et était complètement ratatiné sur un lit d'hôpital, bien sûr, il faudrait arrêter tout. Que peut-on dire de plus? Comment se projeter dans un événement que l'on ne veut pas, que l'on peine à imaginer, qui est inexpérimentable par définition? Comment imaginer les circonstances dans lesquelles on sera au point d'être capable de dire aux personnes qui s'occuperaient de nous, voilà ce qu'il faudra faire dans tel et tel cas. Quels sont les tels et tels cas? C'est impossible à dire. Et comment veut-on que sur cette base, les équipes qui sont autour des patients puissent prendre des décisions et respecter la volonté de ceux qui les ont écrites, à supposer qu'ils les aient écrites de manière complète? Il y a là quelque chose qui veut faire en sorte que la responsabilité qui repose aujourd'hui majoritairement sur le corps médical soit d'une certaine façon transférée vers le patient. J'y vois le signe non pas d'une volonté de défausse du corps médical, parce que chacun connaît la capacité en général du personnel soignant à accompagner la fin de vie, mais j'y vois la volonté de ce même corps médical de ne plus être en situation de se retrouver devant un tribunal comme ça a pu arriver il y a quelque temps, parce qu'il aurait pris une décision qui serait contestable. Notre responsabilité dans cette affaire est de maintenir ou de renforcer la confiance que la société entière a à l'égard du corps médical, et le corps médical qui est le seul à avoir l'expérience, la science, l'art médical suffisant pour estimer les situations doit rester, même si ça comporte un risque, même si personne n'est infaillible, et même si les situations sont indécidables en réalité pour un certain nombre de cas, le corps médical doit rester le pivot de ce moment particulier de la fin de vie. C'est vrai, il y a dans l'histoire de la médecine en France cette période extrêmement trouble des années 20 et 30 qu'on a appelée la fameuse querelle des incurables, où l'hôpital a commencé à traiter d'un côté ceux qui pouvaient soigner et ceux qui ne pouvaient pas soigner. C'était l'affaire du cancer de l'époque. Et des médecins se sont opposés, en particulier à Toulouse et Bordeaux, qui sont les deux grands premiers endroits où effectivement le cancer a commencé d'être soigné. Et on les triait, un peu comme le font dans des circonstances malheureusement tout aussi brutales les médecins de guerre dans les hôpitaux de campagne, quand on décide qu'on n'a pas de temps à consacrer à un malade parce qu'il n'y a plus d'espoir et qu'on se concentre sur ceux qui peuvent survivre. C'était l'hôpital des années 30 pour les malades du cancer. Petit à petit, malheureusement, la domination de la science, d'une certaine manière très scientifique de pratiquer la médecine, a sans doute déshumanisé la relation entre l'institution hospitalière d'un côté et les patients de l'autre côté. Et les soins palliatifs, mes chers collègues, ne sont pas seulement l'affirmation d'un droit pour tous. Ils sont aussi une forme de réponse à ce côté un peu trop scientifique, un peu trop déshumanisé de la médecine telle qu'elle s'est pratiquée ou telle qu'elle a dominé la pratique des institutions ces dernières décennies. Ces soins palliatifs sont une tentative de réhumaniser quelque chose qui, par excellence, doit être marqué de la plus profonde humanité. Et mes chers collègues, je vois trois risques au texte qui nous est proposé aujourd'hui, à supposer que le futur projet de loi gouvernemental s'inspire de ce rapport, en plus du fait que la question de la nutrition et de l'hydratation reste profondément posée et que ça reste, de mon point de vue, une limite infranchissable sur les situations dont nous débattons.
Premièrement, est-on en mesure de garantir que la sédation terminale profonde ne dérivera pas vers une pratique à caractère euthanasique, au sens de la volonté affirmée de mettre fin, quelles que soient les circonstances, à la vie d'un patient? Deuxièmement, je le redis, est-ce que ce texte sera l'occasion de réaffirmer la confiance du corps social dans le monde médical, avec la capacité pour le monde médical de prendre à son compte, avec tous les moyens nécessaires, l'essor, la propagation de cette culture palliative qui est la seule façon, de mon point de vue, de répondre de manière humaine, par l'accompagnement à ces situations de fin de vie. Et enfin, je crains que la facile substitution de la pratique de la sédation aux soins palliatifs arrive purement et simplement au résultat selon lequel il ne serait plus nécessaire de s'occuper de propager la culture palliative dans le système de soins français. Si c'était ça, mes chers collègues, eh bien je pense que nous aurions beaucoup perdu, et nous perdrions non pas 10 ans ou 20 ans, mais 140, 150, 160 ans de démarrage de la culture palliative en France, qui aboutit aujourd'hui à ce que ces disciplines soient très identifiées, très nourries, très documentées, et que des tas de bénévoles dans tout le pays s'en occupent aujourd'hui. Si la conséquence d'un texte était cette perte-là, alors mes chers collègues, nous aurions peut-être réglé quelques problèmes techniques, peut-être ça et là accompagné ou permis à certains de nos concitoyens de terminer leur vie dans des conditions plus humaines qu'auparavant, mais nous aurions perdu la très grande richesse que représente la culture palliative en France, et ça, je ne le souhaite pas. Merci beaucoup.